Артем Материнский, le soldat inconnu, traduit du russe par Елена Гордиенко et Alexis Vadro. Consigne générale, extrait du règlement de service de garnison et de garde des forces armées de la Fédération de Russie. Le service de garde a pour mission la protection et la défense fiable des drapeaux, étendards, des sites de stockage, entrepôts, dépôts, contenant des armes, du matériel militaire, d'autres biens militaires et d'autres installations militaires ou gouvernementales, ainsi que la surveillance des militaires placés en salle de police ou mis aux arrêts. Le service de garde constitue une mission de combat et exige, de la part des effectifs, le strict respect de toutes les consignes du présent règlement, une grande vigilance, une détermination inébranlable et une initiative raisonnable. Les contrevenants aux règles du service de garde sont sanctionnés conformément aux lois de la Fédération de Russie. Les militaires désignés en service de garde ne sont pas responsables des dommages moraux, physiques ou matériels qu'ils pourraient causer à un contrevenant dans le cadre de l'utilisation d'armes ou de la force physique, dans les cas prévus par le présent règlement, sauf ceux où les limites de la légitime défense ont été dépassées, ainsi que dans les cas d'extrême nécessité. Pour assurer le service de garde, on désigne les effectifs des postes de garde. Il est interdit de désigner au poste de garde des militaires qui n'ont pas prêté le serment militaire, qui n'ont pas validé la formation correspondante pour les nouvelles recrues, qui ont commis des actes pénalement répréhensibles faisant l'objet d'une enquête, qui sont malades, ainsi que tout autre militaire ne pouvant pas assurer le service de garde en raison de son état moral et psychologique à un instant donné. Je ne veux pas donner de nom et de prénom parce que je ne me rappelle pas de la plupart des noms et prénoms. Parce qu'il est compliqué de se rappeler de chacun par son nom et prénom. Parce que chaque personne a le droit de ne pas nommer une autre personne par son nom et prénom. Plus numéro 26. Ron Berzarin. Je ne descends pas à cet arrêt. On me demande de sortir. Ils sont 5, des hommes. Je demande de les suivre. Ils encerclent et les conduisent dans une cour. Ils choisissent un endroit où on ne les verra pas. Ils prennent tout, y compris le portable. Ils mettent à genoux. Ils remettent à genoux parce qu'on leur résiste. Ils parlent encore. Inintelligible. Ils font la honte. Ils commencent à frapper. Un rafale avec les pieds. Rafale courte, rafale longue. Ils ont les mêmes chaussures, spéciales, préparées. Pas pointues, arrondies, préparées, entraînées. L'un d'entre eux manque les cibles immobiles. Tout par un l'air rapide pour rien. On rit de lui tout de suite, il se distrait. Il change de jambe, il se rattrape. Il a le chef à la main. Passe à un nouvel exercice. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fond de l'exercice, dispersion. Des passants entendent que ce sont des heures d'éducation physique et sportive. Ça doit être un entraînement du soir. Ça doit être une préparation aux épreuves. Les gens ne s'en mêlent pas. Les gens éteignent la lumière jusqu'au bout. Le terrain se contrôle. Les forces sont réparties. L'un d'entre eux prend sa poste sur le balançoire. L'autre attend sa poste. Ils mettent une cible à genoux pour l'autre. L'autre se balance, se balance, se balance. Il le pousse. Il en a marre. Il saute à terre. Il ne trouve pas quoi faire. Il transporte la cible dans le bac à sable. Il dit l'ordre à voix haute. Le prisonnier n'ouvre pas les yeux et obéit. Le prisonnier doit rogner Dieu. Le prisonnier fait une pause. Un ordre doit être donné de manière claire et
instinct, sans appeler à l'interprétation. Quoi? Quels yeux? Le prisonnier fait semblant. Le tien, pas le mien, le tien. Ton Dieu que tu portes avec toi, dans toi, sur toi, partout. Tu le renies maintenant que les autres. Regarde Maurice. Ne donne pas un ordre de cette manière, jamais. Le prisonnier fait semblant de ne pas être croyant. Personne ne le croit. Le prisonnier demande de montrer comment il faut faire et il répétera tout, mot pour mot. Ils sont donc à donner l'exemple, simultanément. Le prisonnier répète après eux. L'exercice est réussi à la 5e tentative. L'exercice suivant est tout pareil mais sans vêtements. Le prisonnier se déshabille au décompte. La ronde tour complique l'accomplissement de la tâche. Fouché à la 3e tentative. On décompte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je, le, ro, ni. Je, le, ro, ni. Je, le, ro, ni. Les patrouilles a laissé terminer l'exercice et n'est intervenu qu'après. 5 hommes ne restant pas à Moscou, membres des forces armées, appartenant au corps des sous-officiers des forces armées de la Fédération de Russie, sont les organisateurs d'une série de braquages dans l'alentour de l'unité militaire dans laquelle ils sont sous contrat. On les arrête. Ils sont arrêtés. Au commissariat, ils ne s'arrêtent pas. Convaincus qu'ils ont le droit. Convaincus qu'un autre de combat, ils agissent admissibles. Les forces armées de la Fédération de Russie les réforment avec une antidate qui précède les attaques sur les habitants, et les autres jours, ces gens étaient en congé et ne pouvaient être pas considérés comme des membres des forces armées de la Fédération de Russie. Nous sommes en paix. En temps de paix. Je te renie. 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 Après 5 ans de prison, ils sont interdits de séjour dans la ville de Moscou. Après 5 ans de prison, ils n'ont pas le droit d'être des membres des forces armées de la Fédération de Russie. J'ai 22 ans. La sentinelle est une personne bénéficiant d'une immunité. L'immunité d'une sentinelle consiste en une protection particulière de ses droits et de sa dignité personnelle par la législation de la Fédération de Russie, sa subordination à des personnes strictement définies, aux chefs de poste, aux gradés de poste et aux gradés de relève, l'obligation pour toute personne d'obéir inconditionnellement aux ordres et sommations de la sentinelle dans les cas définis par son service, le droit de faire usage d'une arme dans les cas indiqués. Mon papa n'a jamais été en Afghanistan. Jamais. J'ai toujours cru
cru que mon papa avait été en Afghanistan parce que tout le monde autour disait que leur papa avait été en Afghanistan. Et mon papa aimait marcher. Et je me suis dit qu'il pourrait traverser tout l'Afghanistan à pied, en long et en large. Parce que ce pays est fait pour être parcouru à pied, en long et en large. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas été là-bas alors que ce pays est fait pour lui et que beaucoup de ses anciens camarades de classe y ont été. Sa sœur disait toujours qu'il était le meilleur en course parmi ceux qui faisaient de la course et de la marche. Beaucoup de ceux qui étaient jaloux de lui, qui ne pouvaient pas courir et marcher aussi vite, ont décidé de traverser tout l'Afghanistan. Ils sont revenus et on les déclarait vainqueurs. Ils ne sont pas revenus et on les déclarait vainqueurs. Papa a dit qu'il était de toute façon le meilleur en course et en marche. De toute façon, il est le meilleur. C'est ce qui est écrit dans les certificats. Dans tous les certificats de son école, de son album de fin d'année. Quand on est jaloux, on saute. Papa promettait toujours qu'on irait en Bulgarie. Il disait ça quand je ne voulais pas dormir. Il le disait, je m'endormais. Ton papa est un lâche. L'homme qui me dit ça me tient par la gorge. Cet homme est revenu de Tchétchénie, il a 24 ans. Nous sommes en 1996. J'ai 13 ans. Papa en a 35. Papa ne l'attend pas parce qu'il est occupé. Cet homme sera toute la semaine en survêtement et me tiendra par la gauche. Papa sera toute la semaine dans l'autre chambre. Cet homme sera tout le temps en survêtement. Il fera des fleurs à ma mère. Ils fumeront dans ma chambre. Pendant que je resterai dans l'autre chambre avec papa qui ne remarquera personne. Je n'ai jamais été en Tchétchénie, mais je ne demande pas à cet homme de m'en parler. Je suis sûre que la Tchétchénie est mieux sans lui. Je veux qu'il n'arrive pas en Tchétchénie parce que tant qu'il y sera, je n'irai pas en Tchétchénie. Je veux qu'il s'empoisonne. Je verse du vinaigre dans son verre. Aucun papa de ceux de ma classe n'a été en Afghanistan. Il n'a pas marché là-bas. Seul S était en Hongrie, son papa était engagé et il faisait son service. Il se peindra dans une armoire quand S passera son bac. Aucun rapport avec le service militaire. En 2000, il y en a beaucoup de ceux qui s'étaient pendus parce que c'était un prétexte ne pas aller au travail. Ne pas aller à un travail qui n'existait pas. Mais pour sortir tous les deux et un des autres, ne traitons les pères des autres de lâches. Pour sortir, il faut un prétexte. On ne se traite pas de connards parce que c'est la honte. Personne n'a été en Afghanistan. C'est un prétexte pour protéger l'honneur de père. Alors? Quand j'ai 25 ans, la sœur de mon père appelle et me dit en passant: ton papa n'est pas allé faire l'Afghanistan parce que son maman avait peur pour lui. Elle voulait qu'il devienne quelqu'un de bien. Elle voulait lui offrir une voiture. Elle voulait qu'il tue une Volga. Ton papa n'est pas allé en Afghanistan parce qu'il lui a demandé de dire à quelqu'un au centre de recrutement qu'il n'y avait très envie de marcher là-bas. Elle écoutait parce qu'elle est toujours plus aimée que moi. Même s'il est parti au Moscou que moi, je suis restée avec elle. S'il est parti, je suis restée. Elle ne lui a pas acheté de voiture parce qu'il a perdu cet argent aux cartes.
un lecteur de cassette, le mien. Il a perdu. Il est parti au Kazakhstan, chez les parents, pas en Afghanistan. L'Afghanistan n'a jamais été. Seulement ses camarades de classe qui revenaient dans des cercueils, l'un après l'autre, l'un après l'autre, l'un sur l'autre. À l'école, on nous dit qu'un Tchétchénie on tue. On nous montre comment on tue. On nous montre séparément une tête et une bite. On nous dit que c'est un organe sexuel. On rigole et on regarde des filles de la classe. D'abord, on nous montre une bite, puis une tête coupée dans cet ordre-là. Nous préparons un colis sur la Tchétchénie. On nous dit qu'il faut juste des cigarettes et rien d'autre. On nous dit d'écrire les lettres sur la Tchétchénie à n'importe quel prénom masculin. N'importe lequel, au pif, on ne peut pas se tromper. Chacun écrit une ligne et une signe terminale A. La moitié des gars de ma classe ont le crâne rasé. Ils ajoutent une demande. Bouteille de basané. Le prof nous dit que nous sommes les suivants. Après eux. Après ceux qui recevront ces lettres. Et qu'il faut mieux de bien se préparer pour être admis à la fac. On se prépare dans l'avion où en mettant le grec, on nous dit que les moscovites ne risquent pas d'aller à Tchétchénie. Pendant le fixe, je dis que j'irai à Tchétchénie. Je renonce ma nationalité moscovite. En 2000, j'ai 17 ans. La relève des sentinelles s'effectue toutes les 2 heures, aux heures paires ou impaires. Lorsque la température de l'air est inférieure ou égale à -20 degrés, ou bien en cas de vent et de faible gelée, la relève des sentinelles aux postes situés en extérieur, ainsi que pour les postes situés en intérieur dans les locaux non chauffés, doit être effectuée toutes les heures. Lorsque la température de l'air est supérieure ou égale à plus de 30 degrés, la relève des sentinelles s'effectue également toutes les heures. Dans ce cas, le chef du service général de la garnison du quartier donne des instructions sur la relève des sentinelles. Si la relève des sentinelles se fait toutes les heures, le chef de poste note sur le cahier de poste que la relève des sentinelles a été effectuée toutes les heures, depuis telle heure, et toutes les 2 heures, depuis telle heure, à l'arrivée de telle équipe. Je n'ai jamais été en Bulgarie. Je n'ai jamais été au Tadjikistan. Je me suis portée volontaire pour aller au Tadjikistan, mais comme mon papa et ma maman étaient morts, on m'a refusé le Tadjikistan parce qu'on n'envoyait pas ceux qui vivent sans parents. J'ai 26 ans. Je peux très bien me passer de mes parents. Je disais ça ouvertement et je montrais ma stabilité psychologique. On m'envoyait faire de mon service dans la région de Moscou, Narofominsk, ne ressemble du tout au Tadjikistan et au reste de la terre. Narofominsk est inondé de vêtements colorés qui se vendent vite et on dit de gens qui les rachètent tout près au marché près de la gare ferroviaire. Tout le monde à Moscou porte ça. Narofominsk est à 2 heures de Moscou en train de balayer et un arbre d'or tout
tout à fait indéterminée dans l'Afghanistan. Le lieutenant n'aime pas du tout le fait que j'ai 26 ans et il m'explose tout de suite la poitrine sans se laisser au bloc. La dernière domicile de lieutenant, c'est la ville d'Orenburg et on me demande où on peut rencontrer des filles à Moscou. Elle me frappe encore une fois sans se laisser de fleurs. Je lui propose чистый prudy. Il me frappe encore une fois sans laisser de traces. On lui a dit qu'il n'y avait que les homos qui seraient trouvés là-bas. Il me frappe encore une fois. Je lui pose des questions sur la Tchétchénie. Je les pose parce que je me suis dit qu'il a sûrement été là-bas. La fois suivante, il ne me touche pas. Il pense que je le prends pour quelqu'un d'autre. Il ne pense pas qu'ils ont tous la même tête et le même âge. Il ne pense pas que je m'embrouillais dans le temps. Son lieutenant raconte aux autres lieutenants qu'il a sous ses ordres un soldat qui est plus âgé que tout. Et que maintenant, c'est son soldat à lui. Ce lieutenant raconte que son soldat vient de Moscou. Et vous n'avez pas de moscovite. Les autres lieutenants ont des soldats venant de villages imprononçables. Ils sont vexés. Moscou intéresse tout le monde. Ils sont fiers d'être maintenant si près de la capitale. 2 heures en train de banlieue jusqu'à la gare de Kiev. Ils sont aux abords de Moscou. En Minsk, on signe des contrats. De logement longue durée, de résidence permanente, 2 heures de Moscou, défense des limites de notre ciel principal que peut lire dans le prospectus. Logement ménager, retraite. On peut faire venir sa famille. On n'insiste pas, mais on insinue quotidiennement rester, non pas retourner au lieu précédent. L'ancien lieu d'essence, comme les toilettes, le même que l'heure du visitage nocturne déconstruit, et pour m'amener à patiner. Tu me ressembles à ça? Position allongée, puis sur les mains, U2. Normal résistance, tu vas prendre foi, il faut pas. Descente, tout pareil. Tu te souviens? Bien sûr, je me souviens, je suis née en 92. Pas sortie depuis 92. Ce n'est qu'ici que j'ai pu me laver de l'odeur du 92 semblant un Narophonisme. Ni à Tchétchénie, ni au Tadjikistan, ni à Orenburg. La couleur verte ne te dit pas. Au surplus militaire, c'est le solde. Change plus souvent d'uniforme. N'oublie pas la patrie. Ne change pas de patrie. La couleur verte revigore. Le meilleur est ici. Ne change pas pour course pour Yaroslav. Tu as de l'avenir. Excellent état de service. Certificat à l'appui. On peut faire venir sa famille. Le contrat est prévu pour 5 ans avec renouvellement tacite. On peut faire venir sa femme. On peut, même si on n'est pas slave. Mais écoute ce conseil. Écris à ta femme que les conditions ici ne sont pas faites pour la vie. Elle viendra tout de même parce que tout endroit en Russie n'est pas fait pour la vie. Elle viendra et elle attendra. Elle fera les emplois, elle dira qui tu peux bien reluquer quand tu n'es pas de corvée, quand tu es dans le foyer. Elle ne trouvera personne, elle partira parce que tout indiquera
Dans les toilettes, l'odeur ne change pas. Chaque garçon sent pareil. On vient de Moscou quand il fait très lourd. Au métro de Katachna, un flacon d'Hugo Boss coûte seulement 1000 roubles des mains d'un garçon noir. Le garçon noir s'y connaît. Il s'y connaît en odeur, ce n'est pas un ennemi. Les troupes demandent une donation particulière. La fraîcheur de l'eau de toilette provoque des vomissements, mais seulement la première semaine. Nous pouvons nous laver à l'eau froide quotidiennement. On avait des quantités énormes et personne ne se soucie de combien tu tenais versé dessus et combien tu en as bu. Tu te mets à boire le premier jour parce qu'il y a la soif. La soif est un signe de stress et insupportable. C'est-à-dire que le corps ne supporte pas que tu te sois retrouvé dans les conditions qui ne sont pas naturelles pour toi. Tout le monde a la même soif. Donc, les corps de tout le monde sont dans les conditions qui ne sont pas naturelles. J'ouvre le robinet. Il y a le dos derrière moi. Ils veulent laver leurs pantalons veston. Et moi aussi, je dois laver mon pantalon veston. Ils me pressent. Je ne réagis pas. Parce que je ne sais pas comment boire rapidement, ni comment laver rapidement, comment les manger rapidement. Je ne les sens pas avec les rêves de l'hiver. C'est ce qu'il faut pour des places, des exercices. Qui tailladent les mains lors de la gymnastique du matin. Retenez bien ça. Le pot doit mûrir dès l'enfance. Les effectifs du poste de garde sont autorisés à se trouver dans les locaux du poste de garde sans couvre-chef ni vêtements extérieurs, mais sans se séparer de leur équipement. Les vêtements extérieurs et le couvre-chef enlevés sont placés sur un porte-manteau. Les effectifs du poste de garde, à l'exception du chef de poste et du gradé de poste, ne sont pas autorisés à engager la conversation avec les personnes qui arrivent au poste de garde. Ils sont uniquement autorisés à répondre aux questions des personnes chargées de l'inspection du poste de garde. Il est permis de se reposer, de dormir couché, sans chaussures, sans enlever son équipement et sans se déshabiller, en déboutonnant le col et en desserrant la ceinture. Un bureau de l'état-major est réservé à 3 femmes du temps. Elles portent rarement l'uniforme. Une seule d'entre elles est contre les vêtements de loisirs. Elle vient au service. Après l'hymne, elle la relève. Elles apportent du thé, du café au commandant, au chef de poste, au chef d'état-major. Elles tapent des ordres. Ils fument dans les toilettes. Elles vont dans les toilettes communes. Et ils posent le planton qui, pendant ce temps, empêche les autres soldats d'entrer. Elles ont une cuvette et rien qu'à elles. Elle est plus propre que les autres. La corvée de relève est toujours très pointilleuse sur sa propreté. La corvée de relève est toujours très pointilleuse sur sa propreté parce qu'elle ne prend pas la relève si elle n'est pas en adéquation. Les autres agents ne s'habituent pas tout de suite à ça. Le commandant d'unité aime rester avec la blonde. Elle n'a pas d'enfance et elle est plus jeune. L'autre, qui a 2 enfants, reste avec le chef d'état-major. Personne ne veut de la 3e parce que c'est la plus vieille et ses cheveux sont brûlés par le peroxyde.
Elle rentre chez elle quand les autres restent boire un verre. Mais elle reste si le commandant n'est pas là. Elle reste quand le corps des sous-officiers se rassemble. Le lieutenant demande aux filles de rester. Les filles ne sont pas contre si elles n'ont rien à faire. Elles ne sont jamais contre. Quand tous les bureaux sont occupés, le reste du corps des sous-officiers erre dans la caserne. Quand tous les femmes adjutants sont occupées, les sous-officiers se dispersent dans la caserne, se couchent dans les lits des soldats endormis, vont sous les couvertures avec les soldats endormis. Ne te réveille pas. Garde les yeux fermés. Ne te retourne pas. Garde les yeux fermés. Ne laisse pas paraître. Sois ouvert. Le lieutenant jette un cerveau. Lentement, peu en peu, mais il a toujours hâte de trembler. Il chuchote à l'oreille de celui qui n'ouvre pas les yeux inintelligible. Le lieutenant mord le visage, mord les épaules, il mord la poitrine, il mord. Il prend soin de ses dents. Il y a un cabinet dentaire au quartier, soit un traitement gratuit, inintelligible. Le lieutenant prend soin de ses dents chaque jour après avoir mangé. Il se brosse les dents, il se lave, il met un survêtement, il met tout le monde sur pied avant le réveil pour les exercices physiques. Il sort les toxines de son corps. Il envoie tout le monde sur la place d'armes. Il se préoccupe de la santé des troupes. Pour que personne ne voie les morsures sur le cou, le soldat s'incarne le visage en faisant les pompes au décompte. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Crosse de 3 km, rassemblement pour le petit déjeuner. Les effectifs du poste de garde sont affectés sur la base du calendrier de garde, annexe numéro 1. Le poste de garde doit être relevé quotidiennement. Dans des cas exceptionnels, période de manœuvre du corps de troupes, etc., par ordre supérieur hiérarchique ayant le droit d'approuver les calendriers de garde, article 143 du présent règlement, le poste de garde peut être tenu sans relève sous les ordres d'un officier pour une période allant jusqu'à 7 jours. La femme du lieutenant prépare son mari pour le tour de garde. Elle repasse l'uniforme, elle place délicatement la nourriture dans les barquettes, elle sait comment s'occuper le soir. La femme du lieutenant nettoie les confortables chaussures, elle va faire des courses parce qu'elle a oublié d'acheter quelque chose, elle reste encore plein de temps pour préparer son mari au tour de garde. Le soir, elle ira chez une copine regarder un film. La femme est sereine. La femme sait ce qui sera le mieux. La femme n'en est pas à sa première année avec lui. La femme sait ce qui est mieux. Les effectifs du poste de garde sont désignés parmi les soldats, matelots. La sentinelle est une personne bénéficiant d'une immunité. L'immunité d'une sentinelle consiste en une protection particulière de ses droits et de sa dignité personnelle par la législation de la Fédération de Russie. J'ai fusillé le lieutenant de motif personnel, de motif de haine personnelle. Sa subordination à des personnes strictement définies au chef de poste. Il se prononçait chaque jour de manière humiliante à mon encontre. Il m'infligeait chaque jour des souffrances morales et physiques. Au gradé de poste et au gradé de relève. J'ai planifié son assassinat pendant un mois. L'obligation pour toute personne d'obéir inconditionnellement aux ordres et sommations de la sentinelle. Chaque jour, chaque minute. Dans les cas définis par sa mission, le droit de faire l'usage d'une arme dans les cas indiqués dans le présent règlement. Nous sommes entrés en service sur un territoire. Dans des locaux, j'étais deuxième dans la garde montante.
Nous n'avions pas dormi je ne sais combien de temps. Nous avons été postés pour 5 jours parce qu'il n'y avait personne d'autre pour le faire. Il faisait froid tout le temps, le jour. Il nous échauffait en faisant sortir tout le contenu du poste de gare en plein air dans le même ordre que l'intérieur du poste de gare. Après, on remenait tout à l'intérieur en remettant comme c'était. On était une équipe qui vieillit parce qu'il exigeait une connaissance exhaustive du règlement du service de garnison et de gare et de la conduite de les sentinelles. Je ne répondais pas, je n'arrivais pas à le retenir, je m'embrouillais, je permettais les positions et je rejoignais mon poste. Je dormais pendant qu'on allait au poste et quand j'ouvrais les yeux, quelqu'un courait tout le temps autour. Je me disais que ce n'était pas vrai et que c'était seulement parce que je n'avais pas dormi depuis je ne sais combien de jours. J'ai 26 ans. Et je me contrôle et je sais que les voitures qui arrivent sur moi, elles n'existent pas plus que ceux qui m'appellent par mon nom. Ils ne devraient pas être ici maintenant parce que je suis seule. Je transmets par voie téléphonique, il n'y a rien à signaler. J'arrive à la frontière, je la longe, je me cache dans la neige. J'attends 13 minutes, les yeux fermés. Je me lève, je vais vers un autre poste et je transmets par voie téléphonique, il n'y a rien à signaler. On me crie dessus, des voitures roulent. J'enlève la sûreté de mon fusil. Je prépare à tirer. Je choisis une position de tir, j'attends les voitures et les gens qui ne sont pas là, ils sont dans l'autre côté. Je vois que tout le monde se promène comme dans la roue à l'heure de pointe, près d'une station de métro, sans remarquer la frontière. Les gens vaquent à leur occupation, ils font la queue, ils fument, un bus s'arrête, la station du métro. Des gens sortent, ils se bousculent et me contournent et dépassent les limites. Je braque mon fusil sur l'un d'entre eux. Je peux tirer, je ne tire pas. J'ai 26 ans et je suis en faction. Je poursuis ma ronde, je prends position. La relève arrive, je réponds conformément aux consignes. Je me fais relever. Je rends mon fusil et ma munition, je vais manger, puis devant le chef de poste, je récitais par cœur un article du règlement. Il dit que je ne les ai pas appris, il dit qu'il déteste les profs, surtout de géographie, et il me demande où est l'Afrique. Je dois lui donner les coordonnées précises de l'Afrique. Après, il dit qu'il voudrait séjourner à Miami et demande de donner les coordonnées précises de Miami. Je ne donne pas, il me tape dans la poitrine pour que je m'en rappelle, je ne me rappelle pas, et je continue à réciter par cœur l'article du règlement. Il me frappe encore une fois, il me demande de ce qui se passerait si Batman violait un civil mineur au-delà des limites du poste. Que dois-je faire conformément aux consignes? Et si Spider-Man est assassiné, si l'instant séparant le territoire gardé du territoire civil et se branlait dans ma direction, que dois-je prendre conformément aux consignes? Je commence à réciter par cœur. Il me demande si, pendant mon tour de garde, je vois Iron Man baisser la présidente de la Russie à 10 cm de la limite du territoire gardé, tout en sachant qu'Iron Man finira par le faire mourir parce que la vie d'Iron Man est lourde. Que feras-tu alors conformément aux consignes? Je ne peux dire rien. Il me laisse aller dormir. Je vais dans la salle de repos, je m'allonge, je dors, j'entends garde aux armes, je sors en courant, je trébuche sur la jambe de quelqu'un, je me fracasse sur le sol, tout le monde rit, je dors 5 minutes, on me dit que je n'ai pas appris le règlement et je n'ai pas le droit au sommeil, je vais apprendre le règlement, je ne dors pas, j'apprends. Le lendemain, lourd de changement de l'âge, je fusille à bout mortel le chef de poste. Il vient d'une autre vie. Il vient d'une autre vie avant. Il dit qu'il faut imposer des limites personnelles. Il dit qu'il ne faut pas dépasser les limites. Il dit qu'il faut garder une distance. Il dit que mon odeur transgresse les limites. Je ne fusille pas. Je ne vais pas fusiller. Je suis un lâche. Après 5 jours, on nous dit que c'était le derrière d'Orlogard.
parce que dans l'unité voisine, un conscrit fusille les gardes. Le pourcentage de pertes lors du service militaire obligatoire est de 3%. C'est normal si on te tue. C'est normal si tu n'es plus. C'est normal de subir des pertes. Quand il est en service, l'inspecteur n'est pas autorisé à dormir, manger, boire, fumer, chanter, s'asseoir, satisfaire ses besoins naturels ou se distraire de toute autre manière de l'exercice de ses fonctions. Une sentinelle n'est pas autorisée à dormir, s'asseoir, s'adosser sur quoi que ce soit, écrire, lire, chanter, parler, manger, bouger, fumer, satisfaire ses besoins naturels ou se distraire de toute autre manière de l'exercice de ses fonctions, accepter de qui que ce soit ou remettre à qui que ce soit des objets, provoquer par ses actions le déclenchement des moyens techniques de protection, introduire sans nécessité une cartouche dans la chambre. Avril. Il nous reste tout 3 mois avant la fin. Parmi nous, il y a le plus jeune. Il n'a jamais touché personne. Il l'avoue lui-même à tout le monde. On lui dit qu'il faut se préparer à la vie future. Ils disent qu'il doit être plus ferme. On lui demande d'être rose. Il le laisse dans les toilettes avec celui qui est arrivé parmi les premières, qui est sur le drapeau depuis 3 jours. Elle tourne autour de lui, il fait la ronde autour de lui, il ne sait pas ce qu'on doit faire, il se motive, il cherche un soutien, il ne le trouve pas, il doit être indépendant, il doit se montrer maintenant, ce sont les meilleurs jours. Celui qui est sur le drapeau depuis 3 jours, il attend simplement. Il sait tout. Il faut juste qu'il attende le réveil des autres. Celui qui est sur le drapeau depuis 3 jours rit sans faire exprès. Celui qui a tous les drapeaux depuis 3 jours n'aurait pas dû. Ils sont tous les deux 19 ans et ils seront côte à côte encore 3 mois. Jusqu'au dernier jour où ils partiront chacun de leur côté. Ils seront tous les deux en uniforme de service et l'un d'eux aura le visage déformé et son cercueil sera fermé. Le deuxième cercueil peut être ouvert conformément au chapitre du règlement sur les honneurs militaires. Au moment de transporter le cercueil contenant la dépouille du défunt, le chef du piquet d'honneur, sans quitter sa place dans les rangs, commande « Garde à vous ». Si le piquet est armé de carabine, garde à vous, présentez armes. Et porte la main à son couvre-chef. Tous les soldats au sein de la formation tournent la tête en direction du cercueil. La musique militaire, clairon tambour, interprète « Combien est glorieux notre Seigneur ». Mais le lieutenant vient plus souvent. Le lieutenant dort mal. Le lieutenant se couche avec n'importe quel soldat. Il a envie de parler. Ça ne va pas avec sa femme. Et il demande à tous les soldats ce qui leur manque. Pas aux soldats, mais à sa femme, lui. J'ai 27 ans et je devrais savoir ce qui ne va pas. Je ne dis rien. Ça ne lui plaît pas. Je ne dis rien. Il commence à me manger. Il pue. Il ne se brosse plus les dents. Il mange de la malbouffe. Il vient chaque jour, ses mains sont talides. Il reste 2 semaines avant le départ de l'unité en mission opérationnelle de surveillance. Je n'y vais pas. Je reste répandre l'école maternelle. Durant leur mission opérationnelle, ils abattent un avion civil avec 226 personnes. On
qu'après une mission, ils ont 2 jours de permission. Ils disent qu'ils se sont trompés dans les calculs. Ils disent que ce sont de possibles pertes combattantes. Ils n'ont pas vu le moment de la distraction de l'avion. On leur a dit qu'ils avaient manqué leur cible. Ils se sont entraînés à un repli rapide de position. Ils disent que ce sont des manœuvres de tête pour des fous. Le lieutenant vient quand il y a de la javel partout et qu'on dort la tête recouverte. Le planton tourne en masse à gaz. Il crée le brouillard. Le lieutenant porte un masque respiratoire. Ses yeux larmois. Il souciait ses larmes sur moi. Ses mains me baillaient de la bouche. Sa femme et lui divorcent. Je ne dis rien. Je devrais ne rien dire et me sentir désolée. Parce que la vie privée du lieutenant rencontre des difficultés. Le lieutenant ne sent pas de résistance. Il va mal. Il a du mal. Je manque d'air. Julie. Je flanquerai mon lieutenant parce qu'il m'humilie systématiquement, dépasse quotidiennement les limites, inflige des souffrances morales et physiques et atroces, et joue à la marelle. Je sire le lieutenant au son de l'hymne et de la Fédération de Russie lors de la levée du drapeau. Je vise sa nuque et je tire. Je lève la main, j'enlève la sûreté, je tire, puis dans la blanchisserie, les autres lieutenants me frappent. Ils me regardaient le visage pressé, la détente dans l'air. Les lieutenants disent au lieutenant que je le fusillais avec un AKM hypogénaire. Le lieutenant dit qu'il faut froid, qu'il faut encore plus de chaleur, et je fais des pompes plus vite. Je vais des pompes d'études dans le caban, il a froid, il se déshabille, je fais des pompes encore plus vite. Il y en a 3 autres qui font des pompes à côté de moi. 5 minutes plus tard, on n'a plus besoin d'eux. Ils s'en vont voir les autres lieutenants. Je note le sort de sueur. Le lieutenant s'assied sur moi. Le lieutenant va demander le divorce aujourd'hui. Une semaine plus tard, je sors des rangs, 2 jours plus tôt que prévu. J'avais fait dans mon 5, ça donne 2 jours de permission. On me renvoie au foyer 2 jours plus tôt. Je suis mis à la réserve. Je suis réserviste des forces armées de la Fédération de Russie. Je n'ai pas flanqué mon lieutenant. Le lieutenant m'appelle quand j'étais déjà parti. Le lieutenant ne savait pas que j'avais quitté le quartier. Le lieutenant me cherchait. Le lieutenant me dit que nous nous reverrons. Le lieutenant me dit qu'il faut faire ses adieux. Adieu. J'ai 27 ans. Avant que le cercueil contenant la dépouille du défunt ne soit descendu dans la tombe, un rassemblement funéraire débute. À la fin du rassemblement funéraire, la musique militaire, clairon tambour, joue la musique de deuil, marche funèbre.
Lors de la descente du cercueil, le drapeau d'État de la Fédération de Russie est mis en berne et le piquet d'honneur rend les mêmes honneurs aux défunts que lors de la sortie du cercueil. Article 392 du présent règlement. L'unité affectée au piquet d'honneur salue avec 3 salves de cartouches à blanc. À noter que si la formation est constituée d'une compagnie, un seul peloton tire. Si la formation est constituée d'un peloton ou d'une section, l'unité entière tire. Dans certains cas, un salut d'artillerie peut être tiré sur ordre spécial. Au premier salut, la musique militaire, clairon-tambour, commence à interpréter « Combien est glorieux notre Seigneur ». Les sentinelles sont relevées quand la musique militaire, batterie du clairon-tambour, cesse de jouer. Il me faut un mois pour rentrer à la maison. Tous les jours, je change de voiture pour me dépresser de mon tort. Je passe la nuit chez des gens qui me connaissaient il y a un an. Ils préparent le dîner. La demande de s'allonger à côté d'un lit. Je m'inscris au recensement militaire. J'enlève les ampoules de tout le hall d'immeuble ouvert. Je les brise. Je prête sur cash la bague de fiancée de ma vie précédente. Je renonce tout ce que je ne connaissais il y a un an. Je ne trouve pas de travail. Et je reviens au centre de recrutement. Et je veux dire que je suis prêt à aller en Tchétchénie. Je n'ai jamais été en Tchétchénie. Je ne dis rien. Tous les matins, je ne dis rien. Je ne discerne pas la route. Je dépasse les limites quand je casse la gueule. Des gueules. Encore des gueules. Ma gueule, elles sont 5 à la cassette. Ils me prennent tous mes papiers. Et je me retrouve habitant en cagnou de la ville de Moscou, qui va au bureau de passeport et dit qu'il n'a plus de papier pour continuer à vivre. Et qu'il doit refaire ses papiers pour continuer à vivre. Il n'y a qu'une photocopie d'un ancien passeport qui n'est plus valide, parce que c'est une copie d'un ancien passeport après lequel il y a eu encore 2 autres passeports. Et on a déjà dit à plusieurs endroits que c'est la copie d'une autre personne. Au bureau de passeport, on me répond qu'ils font un acte de naissance, mais je n'en ai pas non plus, parce qu'il est brûlé ou a été perdu depuis longtemps parce que pas besoin. Et à la maison, à un mois, on avait l'habitude de tout brûler ou prêter sur gage. Par conséquent, il est impossible à localiser. On m'a envoyé au bureau d'état civil. On me dit là-bas, donne ton nom de famille, ton prénom et ton adresse. Je le donne. On me retrouve. On ne croit
crois sur parole. Je sais que c'est moi et pas un autre qui a simplement décidé de donner le nom de famille et le prénom. Je paye une amende. Il me fait un duplicata d'acte de naissance. Je sors du bureau d'état civil. J'aurais dû faire autrement. Je donnais mon nom. Il fallait en donner un autre. Un milieu d'autres. Fais semblant d'être un autre. Parce que ça n'a plus de sens de vivre sous son nom qui est resté sur les routes. Et ça n'a plus de sens. Et revenir à ces endroits, c'est marcher à nouveau sur ces mêmes routes. Et moi, je ne veux plus. Je veux me calmer. Et ne plus revenir. Et on me dit à nouveau de tracer ma route. Je trace. Il y a des inconnus qui vivent dans mon appartement. Ces inconnus sont arrivés quand je suis partie faire mon service. Et les inconnus louent mon appartement. Je ne les avais jamais connus. C'est l'agent immobilier qui les a ramenés en disant que c'était avantageux. Tu ne seras pas là pendant un an et l'appartement ne va pas rester vide et ça te fera de l'argent qui tombe. L'argent est parti à reconstruction de soi. Je vivrai avec eux pendant quelques mois parce qu'ils payent et que je me prends beaucoup de place. Un non plus. Moscou laisse les frontières ouvertes. Moscou est dans la fumée et on n'y voit rien. Tout le monde est obligé de sortir encore une fois de Moscou pour laisser la ville respirer, s'aérer. Je continue à porter le masque à gaz que j'ai pris avec moi. Je trouve du bulot dans un magasin d'alimentation pour animaux. Chaque week-end, je pars à 2 heures de Moscou chercher le lieutenant. Ne dis jamais que l'enchaînement vers l'Afghanistan est athlétique pour ceux qui ravassent. Il n'y a aucune Tchétchénie, il n'y a aucune Tchétchénie, il n'y a aucune Tchétchénie. Le lieutenant vient voir quelqu'un d'autre tous les soirs. Le lieutenant a les dents propres. Il en prend soin quotidiennement. Et je le flanquerai parce qu'il quittera les rangs des forces armées de la Fédération de Russie en 2019. Il obtiendra un appartement en banlieue moscovite et travaillera dans la vente d'immeubles. Il a un enfant, 2 enfants. Tous les matins, il court avec le chien sur le quai. Il va en salle de sport, il termine à 6 heures, il promène les enfants, il a le droit à en venir tranquille. Il est suivi par un ophtalmo, il est suivi par un gastro-entérologue, il est suivi par un chirurgien, il est suivi par un orthopédiste. Il prend soin de soi-même et dépense une partie considérable de son salaire en procédures cosmétiques. Elle vient tous les jours.
Il n'oublie pas de venir à moi si je l'oublie. Il sait que j'ai 2 enfants. Il sait que je l'aime tant. Tous les jours. Je viens au centre de recrutement et je demande qu'on me montre le chemin vers le Tchétchénie, vers l'Afghanistan, le Tadjikistan, le Syrie, le Donbass. Je suis un coach. Je peux partir. Il n'y a aucune peur. Je dis il n'y a aucune peur. Je répète, il n'y a aucune peur. On me dit qu'il y a 2 chemins. On me dit qu'il y a des chemins qui mènent. On m'apprend à dire nous étions en congé. Il n'y a aucun pays. Nous ne nous trouvions pas en état de membre des forces armées de la Fédération de Russie à ce moment-là. Chacun d'entre nous était en congé et à des endroits différents. Nous avons nous-mêmes pris des vacances car nous avions besoin de repos. Je n'écoute pas. Je descends à la station quand je n'ai nulle part où aller. J'entre dans l'immeuble. Je monte au 6e étage. J'enlève mes chaussures. Je vais dans la cuisine et j'essaie de me rappeler comment m'étonner. Les inconnus se rappellent avec moi quoi m'étonner et comment m'étonner. Eux, en fait, ils savaient tout ce temps, mais ils ne disaient rien. Ils ont le point des années 90. Ils ont l'habitude de fixer des années 90. Ils ont l'habitude de diluer des années 90. Nous continuons à ne pas causer. Ils fumeront la porte d'entre eux après. Personne n'a vécu ici durant une année parce qu'une personne étant dans les rangs des forces armées n'est plus domiciliée à son logement pendant toute la durée de son service obligatoire et s'est confirmée par tous les documents. Et il n'y avait personne là-bas. Il est revenu après son service, ce qui est confirmé par l'ordre de mise en réserve et l'inscription au centre de recrutement. Douglas. Il y aura une déclaration écrite à l'accueil du tribunal dans lequel le plaignant demande au tribunal d'examiner sa plainte contre la compagnie exploitante parce que durant un an, elle lui a adressé des factures pour les charges de son logement et le plaignant affirme qu'il était à ce moment dans les forces armées de la Fédération de Russie et ne pouvait pas s'acquitter de ses charges car il n'a pas utilisé son logement. Et en un remise à la caserne, il était pris en charge par le ministre de la Défense. Le tribunal rejettera la plainte car les papiers de la personne ayant déposé la plainte ne sont pas valides. De plus, son temps. Il n'y a pas de telle personne. Il n'y a pas de telle personne. Il n'y a aucun pays. Il n'y a aucun pays. Il n'y a aucun pays. Je ne sors plus nulle part. Les décorations. Les décorations décernées aux militaires décédés de leur vivant ou à titre posthume, ainsi que les documents afférents, sont remis ou transmis à leur famille, à un des héritiers conjoints, père, mère, fils, fille, afin qu'ils les gardent en souvenir. En outre, les décorations des militaires décédés peuvent être transférées au musée d'État avec l'accord des héritiers.
selon la procédure établie. Si un défunt décoré de son vivant n'a pas d'héritier, ces décorations et les documents afférents sont restitués à l'organisme d'État désigné par le président de la Fédération de Russie. Le lieutenant-chef conduit l'appel du soir. Il crée le nom de famille sans les articuler en entier. Il pue et il bégaye. Il est en état d'ébriété comme tout autour. Chacun répond présent au nom d'un autre. Le créole. Je n'entends pas mon nom. Je ne comprends pas qu'il s'adresse à moi. Le lieutenant-chef brise les rangs et frappe du poing dans le ventre. Je crie présent. Il n'entend pas. Il frappe à la tête. Je crie présent. Passer aux autres noms de famille. Je crie présent. Il a encore la moitié de la liste devant lui. Il utilise ses jambes au silence. Il me tabasse, il s'affiche, il n'est pas de service. Le lieutenant de permanence s'en va boire du thé. Je ne crie plus. Il faut juste protéger le visage et se recroqueviller. C'est une répétition. Ça s'est déjà répété. Le corps sait. Le corps mémorise tout. La brigade d'intervention défonce la porte de la piole à craque. Les bottes des soldats sont toujours recouvertes de terre. Elles restaient sur le corps blanche de chacun d'entre nous. Cette allée ne se l'avait pas s'incruster. Ils sortent par la fenêtre du 2e étage, tous ceux qui ne peuvent pas sortir eux-mêmes. Ils nous laissent avec ceux qui sont allongés par terre. Nous marchons dessus jusqu'à la redescendre. Car rien ne nous retient de partout. Après l'appel du soir, tout le monde se couche. L'appartement reste fermé de l'intérieur. Parce que par les personnes qui domiciliaient à cette adresse, il n'y a eu et il n'y a personne. Il n'y a aucune personne. Il n'y a plus personne. Pendant la durée du rassemblement funéraire, la musique militaire, clairon-tambour, cesse de jouer. Et avec toute l'équipe, si vous avez des questions, des remarques, c'est maintenant à poser. Et je vais traduire quand même à russe parce que ni l'auteur ni les personnes ne comprennent pas le français. Сейчас мы устроим дискуссию, обсуждение пьесы, и автор с нами, со всей командой. Если у вас есть вопросы или комментарии, это сейчас c'est la traduction de Ludwig Moquin, en fait, de faire des échanges pour les auteurs et avec les auteurs. Voilà. Donc si vous avez déjà des questions, parce que je sais qu'il y a ici un témoin d'une première étape de cette création quand Tania a fait une lecture en russe. Oui, et donc oui, et il y a aussi d'autres questions. Bon,
Riva, je ne sais pas si tu vas être première, aussi à Светлана. Светлана Гофман, инициаторка «Эхо Любимовки» в Страсбурге, сейчас задаст вопрос. Светлана Гофман, l'initiatrice de l'écho de Любимовка à Strasbourg, de poser la question en commentaire. Я, можно по-русски, да, скажу? Я на самом деле не хотела задать вопрос, я просто хотела сказать, что я тоже тот человек, который видел неизвестного солдата на русском, по зуму, правда. Я не была там в Париже, но я видела по зуму. И я хотела просто выразить свое восхищение, потому что это просто подвиг, то, что вы совершили, Таня, это просто подвиг. Спасибо. Oui, donc Svetlana était présente par visio, donc elle a regardé ce que Tania était fait pour la première fois en russe. Et donc elle dit que l'émotion c'est un exploit. Ouais. C'est un exploit. C'est un exploit. Je rejoins tout à fait. C'est le traducteur. Oui, il y a une chose. Vraiment, ça a progressé énormément et bravo Tania. Я скажу по-русски. Были у нас просто технические какие-то проблемы, но на сайте Любимовки есть все тексты. Вы можете их скачать. Вот, пожалуйста, библиотека на сайте любимовка.art. Бесплатно. И там есть бесплатно все тексты. Donc, sur le site de Любимовка, il y a tous les textes en russe. Bon, les traductions qu'on peut mettre pour l'instant, mais en russe, ce texte est présent sur le site de Любимовка parce qu'on a eu des petits soucis techniques avec le subtitrage. Voilà, donc si jamais, vous pouvez aussi consulter le site de Любимовка pour voir d'autres textes en russe. Oui. Je veux dire merci à l'auteur, merci pour la lecture. C'est un texte très fort et je trouve que le titre est très fort parce que le soldat inconnu, c'est une notion très importante pour l'imaginaire collectif des pays post-soviétiques parce que dans tous les pays post-soviétiques, il y a des monuments aux soldats inconnus qui ont été tués pendant les guerres, surtout la Seconde Guerre mondiale. Mais le fait le plus triste, c'est que les soldats inconnus existent encore, même quand il n'y a pas de guerre. Et c'est mentionné dans le texte que pendant le service militaire, 3% de pertes, c'est normal. Donc, c'est un témoignage de la violence systématique et aussi c'est le symptôme, la manifestation des symptômes de la violence dans l'armée, et pas uniquement dans l'armée, même quand il n'y a pas de guerre, mais dans la société en général, parce que l'armée, ce n'est pas la niche isolée. Ça représente en quelque sorte la société. Et pour moi, peut-être ce sont des parallèles un peu forcés, mais je suis en train de faire des parallèles entre l'armée et le théâtre, parce que les deux ont des structures extrêmement hiérarchisées, avec le pouvoir absolu dans quelques sociétés des metteurs en scène, des profs des instituts de théâtre. Et il y a aussi la violence systématique et les comédiens et les étudiants des instituts théâtraux sont aussi harcelés et violés. Et je trouve très
le fait que le narrateur disparaît. Il disparaît pour le gouvernement et en quelque sorte il le fait exprès parce qu'il n'en peut plus. Il disparaît pour ce système. Et je suis en train de penser aux étudiants d'un institut théâtral qui, eux aussi, de leur manière, ils disparaissent de la profession justement à cause d'avoir fait ces études. C'est quelque paradoxe parce qu'au lieu de devenir comédien, parce qu'ils commencent les études pour devenir comédien, mais au lieu de devenir des comédiens, ils tombent dans autodestruction et ils perdent le métier, ils perdent leur vision dans le métier à cause d'humiliation systématique. Et je termine juste... c'est le symptôme de la violence qui est présente partout. Est-ce qu'on peut demander juste la régie s'il y a... Je ne vois pas, mais peut-être il reste quelqu'un pour mettre la lumière un peu sur la salle aussi, donc pour qu'on voit la salle. Je peux mettre une lumière sur la salle sans allumer les lumières de salle. Ah oui, bon, ok. On reste comme ça. Pardon, on vous voit très peu. Ты сама скажешь, или я резюмирую? Артем. Хорошо. Ира заметила про важность, Ира заметила про важность названия, силу и текста, и названия. Неизвестный солдат, который отсылает, безусловно, и к памятникам, возникшим просто везде, как грибы по территории советского и постсоветского уже пространства. И как, но тем не менее, что это остается не только в прошлом, да, не только на территории как бы, самой войны, но это расползается дальше. И вот это насилие, присутствующее, текст под насилие, присутствующее в армии, но и не только в армии, потому что Ира сравнивала здесь армию и театр, который тоже может быть таким вертикальным, да, и там может тоже быть очень много отношений насилия. Какая еще была важная мысль? О том, что он лишается своей идентичности, да. То есть он неизвестный в буквальном смысле. Он не может больше оставаться в этой системе и становится невидимым для системы. И это взаимно, то есть ни система его не видит и не видит в нем человека, ни он сам уже не видит своей личности и лишается своей идентичности. Спасибо. Это Ирина Серебрякова, авторка пьесы «Моя европейская любовь», которая будет здесь в пятницу. Irina Serrebrakova, une autrice de la pièce Mon amour européen, qui va être présentée ici vendredi. Venez. Est-ce qu'il y a d'autres points? Oui. La question est pour l'interprète principal. Comment vous avez ressenti l'interprétation dans votre langue maternelle, je suppose, en russe avant, et qu'est-ce que vous avez ressenti en le faisant en français? Vous avez senti une différence? Comment vous avez travaillé les deux versions de langue? Okay. Can I answer in English? Russian, I understand also. But just for everyone. Окей, хорошо. Ну, во-первых, год назад, когда я делала читку этой пьесы, мне кажется, по сравнению с тем, что сейчас, я 90% текста, наверное, не понимаю. Je pense que par rapport à la lecture que j'ai fait en russe il y a un an, à l'époque, je ne comprenais pas environ 90% du texte. По сравнению с тем, что сейчас. И поэтому я не могу так сравнить. И я текст уже изначально учила на французском. Единственная разница в том, что когда ты на русском, у тебя какие-то слова, они автоматически вызывают отклик в теле. У тебя есть реакция, у тебя есть ассоциация какая-то на подсознании. А с французскими словами такого нет, потому что ты их никогда не использовал, ты их не особо часто слышал, или вообще никогда не слышал. И просто интересно такое наблюдение, еще предстоит много работы. La différence principale, c'est que quand je
fois et en russe, qui est une langue maternelle, il y a des mots qui évoquent d'emblée des sentiments particuliers, qui vous mettent dans un état particulier. Ce n'est pas le cas du français, qui est une langue que je continue à découvrir, et où voilà, j'étais vraiment détaché de tous les mots que j'ai pu utiliser. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Moi, je crois que vous savez, vous avez peut-être senti que c'est très corporel, français. Я там помню, руки, давайте. И представьте, пожалуйста. Меня зовут Степан. Я бы хотел спросить, а автор был в армии вообще? Он служил срочную службу? Не слышно, что? Служил ли автор в армии? Служил ли срочную службу? Служил. Он ответит позже, наверное. Обычно автор дает слово в конце. Он служил. Переведите вопрос. C'était la question si l'auteur a fait son service en l'armée, et oui. Вопрос. Я очень плохо вижу. C'était une question pour l'auteur. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de ce dispositif où il y a un soldat qui raconte son expérience et parallèlement les consignes militaires de manière un peu absurde et qui au début on se demande ce que ça vient faire là et finalement ça montre un peu l'enfermement, le vernis, l'image officielle. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de faire ça avec deux comédiennes, avec le règlement et l'expérience du soldat? Да, вопрос к автору. Вопрос в том, как к нему пришла эта мысль сделать спектакль, именно вот где перемешивается часть устава и личный рассказ неизвестного солдата, потому что поначалу не очень понятно, что это за устав, причем он тут, но потом как по ходу пьесы осознаешь, что он именно означает и как он встраивается в рассказ. Я так понял еще, что два актера в сцене. Но это не задумка автора. Ça c'est toi qui sais. Donc, une autre question. Такой вопрос будет, наверное, к тебе, Олег, да, почему на два персонажа здесь разделено на два платформы. Давайте, может, Артем тогда сможет ответить. Артем, сможете ответить? Сразу на вопрос человека, который сюда не служил, имеется и какая-то там доля большая фантазия, это больше документальный текст. Вот. Насчет второго вопроса, мне этот язык, который это из устава караульной службы вооруженных сил Российской Федерации, настолько механический, настолько, скажем так, канцелярский, как будто неживой, он заставляет всю эту как бы поэтическую ситуацию, которая параллельно другим текстом, конфликтовать. И на этом каком-то вот конфликте текст стал выстраиваться. Вот. Сопротивление каких-то двух языков, наверное, было. Вот. Pour répondre à la première question, oui, j'ai fait mon service militaire et en fait, ce qui est relaté dans la pièce, c'est en partie documentaire. C'est-à-dire, c'est des choses qui ont été vécues. La deuxième chose, pour la deuxième question, je pense que c'était intéressant d'opposer ce langage très bureaucratique, très technique, qui est presque sans vie, à l'expérience vécue du soldat qui raconte ce qui lui est arrivé. Вроде все. Je crois que c'est à peu près tout. Commentaire, oui. Moi, je me suis
pose une question un peu tout le long de la thèse, de pourquoi le soldat voulait partir en Afghanistan ou en Tchétchénie et tous ces pays. Enfin, je n'ai pas compris, c'est un endroit où j'ai loupé cet endroit-là. Я вот одну вещь не очень поняла в рассказе. Это по какой причине главный герой хочет уехать в Афганистан или хочет уехать в Чечню. Это что-то, как бы, что я не совсем уловила. Да, в действительности это просто те войны, которые сопровождают Россию в последние там 40 лет. Вот, то есть это такой постоянно, ну, то есть Россия постоянно участвует в военных конфликтах, и постоянно внутри страны идет такое, ну, то есть этот нарратив военный, он всегда присутствует с самого рождения человека, то есть еще с советских времен, то есть постоянно культивируется эта тема войны, и начинается все с Афганистана, потом Чечня и так далее. Вот. То есть это вот постоянное присутствие. Parce qu'en fait, ce sont deux conflits qui ont marqué l'histoire russe récente. Parce que voilà, la Russie n'arrête pas de participer à des conflits armés. Et sur ces 40 dernières années, ce sont ceux qui se sont inscrits dans l'imaginaire collectif. Ce sont des personnes très concrètes. La plupart de ceux qui sont en Russie ont connu quelqu'un qui est revenu de là-bas. Et ça montre à quel point c'est un récit, une narration qui est omniprésente. On glorifie en fait les participants de ces conflits, et c'est pour ça que voilà, les gens voudraient être comme eux, revenir de vrais vétérans, de soldats qui méritent le respect. Vous avez d'autres questions? Есть у вас другие вопросы или комментарии? Parce que si c'est pas grave, Олег, может, ты хотел рассказать почему, или вообще что-то сказать про текст, как он звучал для тебя, человека, который, в общем-то, не говорит по-французски, как вот тебя этот опыт режиссировать текст на французском языке. Je pose des questions, parce que si on parle des langues, et comment donc Oleg qui ne parle pas français, comment lui il sent la mettre en scène et écouter un texte en français. На русском. Хорошо. Я надеялся, что это останется моей тайной. J'espérais que ça serait resté un secret. Технически у меня вот такой текст. Французский и русский. Techniquement, j'ai deux textes côte à côte. La version russe et la version française. Métaphysически. Метафизик. Так получилось, что я еще музыкант. И я слышу разные языки как музыку. Et il se trouve, d'un point de vue métaphysique, il se trouve que je suis également musicien. Et donc j'entends la musique des différentes langues. И у меня есть опыт работы в театре и в опере. Поэтому на репетиции я больше слушаю. Lors des répétitions, j'écoute davantage, j'écoute plus que je regarde. Et ensuite, évidemment, je fais appel à quelqu'un dont c'est la langue maternelle pour qu'il puisse nous aiguiller ou ajuster, pour qu'on puisse ajuster un petit peu la mise en scène. Comme Alexis ici ou Voilà, Sophie. comme Alexis et Sophie. То есть по большей части я слышу это как музыку или как оперу, как музыкальную драму. Voilà. En grande partie, j'entends ça comme une partition musicale, comme un opéra. Sophie, peut-être dire un mot de comment tu trouves le texte et les participations musicales dans le texte. Mais justement, avec la musique, on a voulu travailler sur
sur la correspondance musique et mots et essayer de créer une rythmique et de suivre la rythmique des mots. Enfin, c'est pas... Et donc je pense que ouais, le travail il est avec le texte, il a été fait avec le texte et voilà. Нужно было найти соответствие слов и ритма и ритм в словах, и в общем с этим мы и работаем. S'il n'y a pas de questions, Oui, il y a le dernier. Ouais, je vois. Non. Donc le dernier mot, Артем, non? Артем, хотите ли что-то сказать? Артем. Скажи, Артем, вы нас слышите? Да. Лена спрашивает, хотите ли вы сказать что-то всем нам? Да, конечно, очень. Я очень рад всех видеть. Добрый вечер. Спасибо большое всей команде Любимовки. Спасибо большое прекрасному артистам. Это было очень-очень сильно. Спасибо вам большое, то, что вы пришли послушать. Мне это очень сильно важно, поскольку нет возможности присутствовать с вами рядом, а очень бы хотелось. Мне очень важно, чтобы вот эти слова, мой голос, он находился сейчас с вами. Для меня это правда очень важно. Поэтому я бесконечно вам благодарен, и пусть все будет хорошо. Спасибо. И Ирине большой привет еще хотел бы передать. Вот. Спасибо большое. Je voudrais tout simplement vous saluer tous, dire un grand merci à l'équipe artistique pour le travail qu'elle a réalisé, dire un grand merci au public qui est présent ce soir, parce que c'est très important pour moi. J'aimerais être moi-même présent ici, mais malheureusement, je n'en ai pas la possibilité. Oui, donc c'est pour ça que pour lui c'est très important quand même d'être en visio, donc présent avec nous. Voilà. У меня маленький вопрос. Вы точно не говорите по-французски? Потому что как-то вы усвоили и рифм, и акцент, и я был уверен, что вы, если говорить, акцент есть чуть-чуть, ну чуть-чуть, как будто жили 10 лет. Donc ma question c'est, êtes-vous sûr que vous ne parlez vraiment pas français, étant donné que vous avez intégré la musique de la langue, le rythme, comme si vous parliez finalement depuis 10 ans? Ну, я пока не говорю на французском. Нет. Если бы вот ваш вопрос на французском, половину я поняла, половину я бы догадалась, конечно. Вот. И я так, если на нем говорю, то очень интуитивно. Пока. Но у меня просто часть семьи, так получилось, у меня есть 6 кузенов, они французы, например. И они живут во Франции. И я там каждое лето там, они приезжали к нам, или мы к ним ездили. И поэтому французский, наверное, как-то вокруг меня просто был. И я думаю, что поэтому я что-то владею. Но так пока, но я стремлюсь к этому. Il dit qu'il parle de manière intuitive en français, mais ses cousins, donc il y a ses cousins qui habitent en France, donc c'est pour ça qu'il a écouté quand même beaucoup dans sa vie le français, et donc il continue de le découvrir. Je profite juste pour dire, parce que Arthur a aussi il a remercié l'équipe de Lyubimovka, juste pour dire que c'est pas que moi, les 4, pour l'instant 4 directrices artistiques, c'est moi, Anastasia Patla, Zofraya Nikova et Natalia Lizorkina. Encore un comité de lecture qui contient à peu près 25 personnes. Il y a ceux qui restent en Russie, ceux qui sont dehors et qui continuent à lire cette année environ 500 pièces par an et de choisir
Zen chaque année et cette pièce a été sélectionnée en 2022, c'était vraiment tout récent. Le début de l'invasion en grande échelle en Ukraine, vous avez vu que ce texte a été terminé en 2022, même s'il avait été commencé avant en 2020. Кто сказал, перечислил, я не сказала, что студентов большое количество людей, которые продолжают читать эту пьесу каждый год, выбирать, что этот текст был выбран еще в 2022 году, как событие, год вторжения полномасштабной России в Украину, хотя иначе он был раньше. Je crois que c'est l'heure de terminer, mais on peut continuer un petit peu de papoter avec des jus et des choses de bière, peut-être à nous. Voilà, et surtout, donc revenez, parce que demain, il y a une lecture en russe à la bibliothèque des langues, on va vous donner des textes en français. Et à 18h, il y a une autre lecture qui commence ici avec les étudiants des facultés des Arts. À 18h à la pop-up et à 20h, donc c'est les autres eaux et le livre vient d'être édité et il est présent justement grâce à la maison d'édition Le Simplice Date que vous voyez là. Oui, à toi c'est les maisons d'édition Date. Et l'autrice là, vous dédicacer vos petites œuvres. Et vous trouverez d'autres pièces russophones de Lyubimovka traduites en français ici, donc profitez. Voilà, да, есть просто книжки здесь, которые вы могли видеть, это как раз издание пьес Любимовка, изданы издательством «Сампис Дат», вот, которые можно купить и можно продолжить немножко наверху. Спасибо большое, приходите завтра и послезавтра, и après-demain. Il y a encore 2 soirées de lecture.